pas incompétent et conscient, mais d'être dans un domaine où est-ce que chaque chose en son temps, puis c'est le temps de vendre. Puis quand c'est le temps après ça de travailler sur ces processus, puis comment on peut être plus performant, autant dans le monde des affaires que dans le monde du sport, mais là, c'est le temps d'avoir un bon esprit critique. Là. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 136 sur améliorer ses facteurs de performance avec Nicolas Roy de Roy SEO. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Nicolas Roy, le fondateur de l'agence Roy SEO et grand sportif malgré un emploi chargé comme solopreneur. Il a également un podcast du nom de commerce électronique et actifs numériques. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Nicolas Roy. Salut Nicolas, comment ça va? Salut, ça va super bien. Génial. Alors, Nicolas, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours sportif? Mon parcours sportif, wow! Moi, j'ai commencé très jeune là, le sport avec le karaté. Donc, j'ai fait du karaté pendant plusieurs années, là, pendant une douzaine d'années. Puis par la suite, petit côté rebelle parce que j'ai commencé très jeune le karaté. Vers l'adolescence, j'ai commencé à faire du rollerblade. Je faisais du rollerblade comme ça se fait plus, là, c'est-à-dire dans les skateparks, on sautait sur des rampes d'escalier dans les rues, tout ça, comme ils font en skateboard, mais ce sport-là est mort dans le fond. Mais une chose que je ne savais pas, parce qu'avec le karaté, ben, je le savais, mais plus ou moins, c'est que j'avais des bonnes qualités athlétiques, c'est-à-dire que je pouvais sauter sur des trucs très hauts que les autres n'étaient pas capables. Puis au karaté, bah, tu sais, on se donne des coups de pied, des coups de poing. On le sait qu'on est athlétique, mais on le voit pas vraiment. Mais là, c'était vraiment évident. Donc, j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Et, tu sais, je savais que je courais vite parce qu'au primaire, je courais le plus vite de mon école, puis des trucs comme ça. Puis au secondaire, j'étais quand même bon aussi. Puis j'ai fait un peu d'athlétisme au secondaire, mais c'est vraiment au niveau universitaire que là, j'ai fait du sprint puis que j'ai eu la piqûre. Mais de toute façon, je savais que j'ai étudié en kinésiologie. Et donc, j'étais vraiment, puis je savais que j'allais travailler avec des athlètes en performance, là, parce que tout ce qui était performance sportive m'attirait beaucoup. D'ailleurs, une anecdote à ce propos-là, c'est que quand j'allais à l'université, puis les gens qui ont été à l'université avec moi le savent, j'avais l'air d'un fou quand je rentrais dans mes cours en kinésiologie parce que je m'habillais toujours dans le temps. Roots, la compagnie Roots de vêtements avait fait des polars rouges pour l'équipe nationale. Puis moi, quasiment tous les jours, je portais mon polo Roots de l'équipe nationale. Puis le monde était comme « Ah, wannabe, tu sais, tu fais croire que tu vas être sur l'équipe nationale. » Mais moi, dans ma tête, c'est comme « Je m'en vais là, je vais m'occuper d'une équipe nationale. » Puis c'est pour ça que je porte mon polo Roots. Fait que je faisais de la visualisation. Puis ce qui est drôle, c'est que bon, j'ai terminé mes études. Puis 5 ans après, je faisais la préparation physique d'une équipe nationale. Donc, j'avais vraiment prophétisé ce que je faisais quand j'étais en kinésiologie, là. Puis j'ai fait de la préparation physique avec des athlètes, là, entre autres avec l'équipe nationale de volleyball masculine. Pendant plusieurs années, je me suis occupé de l'équipe nationale pendant 7-8 ans. Puis j'ai fait de la préparation physique avec des joueurs de hockey, évidemment des athlètes d'athlétisme, du football, du patinage artistique. J'étais vraiment en préparation physique, donc dans le gym à faire tout ce qui est prévention de blessures et optimisation des qualités physiques. Donc dans une équipe de support intégré, là, le bras droit souvent de l'entraîneur technico-tactique. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs années, en fait précisément pendant 12 ans. En 2012, m'est arrivé quelque chose. J'étais avec mon partenaire, puis dans le fond, quand j'étais avec ce partenaire-là, on était deux crinqués, là. On était deux bons crinqués. Puis on a décidé de faire un gros projet web, puis on a investi beaucoup d'argent là-dedans. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait faire en tout cas, quelque chose en ligne, quelque chose
de vraiment avant-gardiste. On a mis beaucoup d'argent là-dedans, puis finalement, si on avait pris cet argent-là, c'était dans les 5 chiffres, puis on l'avait mis dans les poubelles ou dans les toilettes, ça aurait fait pareil parce que on savait pas ce qu'on faisait, puis on s'est lancé comme deux athlètes qui sont vraiment qui vont à fond de train, puis on s'est planté. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'avais deux choix, tu sais, soit de dire je ferai plus jamais de web, ce qui est complètement fou parce que tu sais, je savais en 2012 que ça s'en allait juste vers ça de plus en plus, ou de dire faut que je comprenne c'est quoi qui est arrivé. Donc, j'ai opté pour la deuxième option, puis j'ai commencé à étudier ça, à dire qu'est-ce qui a pas bien été. Puis, dans le fond, à travers cette étude-là, une des choses que je me suis fait dire, c'est qu'on ne ressortait pas du tout sur Google. On avait quelque chose de quand même assez bien en termes d'apparence, mais puis en termes d'offres, mais on ne ressortait pas. On n'avait pas beaucoup de visibilité, même si on avait, en tout cas. Donc, je me suis mis à étudier le SEO pour ressortir dans les moteurs de recherche. Puis c'est là que j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Parce que dans le fond, c'est quoi? C'est de faire ressortir un site web dans les résultats de recherche pour un mot-clé. Chaque mot-clé est une compétition. Il y a des compétiteurs qui sont les autres sites web. Puis Google est le juge ou l'arbitre. Et dans le fond, il y a des facteurs de performance comme les qualités physiques dans un sport. Puis si Google décide de changer son algorithme pour l'améliorer, ben c'est comme si on changeait un règlement dans un sport. Donc, les qualités physiques changent. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce qui se passe avec le sport et la mentalité à avoir et celle du référencement naturel. Puis, tu sais, j'ai fait longtemps les deux en même temps. J'étais préparateur physique, puis je faisais du SEO pour moi-même, tu sais, pour mon entreprise de référencement naturel. Puis j'ai commencé à prendre des petits gigs ici et là. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un gig que j'ai pris, que ça a super bien été, puis même que j'avais fini, c'est-à-dire qu'il ressortait partout sur Google. Et j'avais arrêté de travailler avec lui parce que mission accomplie, tu sais. Puis 2-3 mois plus tard, peut-être plus 3-4 mois plus tard, ce monsieur-là m'a rappelé. Puis il m'a dit « Hey Nicolas, je viens de vendre mon entreprise, je suis super content, wow. C'est vraiment une offre qu'ils m'ont faite que je pouvait pas refuser, puis ma retraite est faite avec ça. » Puis là, j'ai fait « Ah ouais, c'est super cool, puis que me vaut ton appel? Tu sais, je suis content pour toi. » Il dit « c'est ça, c'est la raison pourquoi je t'appelle, c'est que je voulais te dire que cette entreprise-là, dans le fond, c'est une entreprise de l'Angleterre, puis il googlait les mots-clés, tu sais, par rapport à eux, là, comment ils pouvaient percer le marché canadien, tout ça, puis il était partout, tu sais, il ressortait partout sur Google. Puis à un moment donné, il dit « Ah, tu sais quoi, au lieu d'essayer de se battre avec lui, on va l'acheter. » Puis ils ont fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, puis ils l'ont acheté. Moi, à ce moment-là, j'étais encore préparateur physique, j'étais encore entraîneur. Puis là, j'étais comme « Wow, OK, ce monsieur-là, il vient de vendre son entreprise pour... » Je sais pas le montant, mais tu sais, il me dit que sa retraite est comme très, très bien avec ça. Ouais, exactement. Puis il me dit, après ça, il me disait qu'il s'en allait acheter, investir en immobilier, tout ça. Fait que je savais que c'était pas pour 2 cents qu'il avait vendu son entreprise, tu sais. Puis moi, j'étais encore entraîneur. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, lui, il avait le goût de me référer d'autres personnes aussi, évidemment, le bouche-oreille. Puis en même temps, tu sais, un athlète, ça demande tellement de soins. Tu sais, un athlète, c'est... Donc là, je peux pas... Si je suis assis entre deux chaises, ben je suis un peu un imposteur pour l'athlète parce que là, j'ai la tête dans des projets d'SEO, la tête dans des projets pour athlètes. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit « à s'asseoir entre deux chaises, on peut juste se pincer les fesses ». Ben j'avais le choix. Là, moi, je me suis dit « non, je peux pas faire ça. » Donc, je vais y aller vraiment avec j'y vais pour le grand saut, là. J'y vais pour le SEO, c'est la même mentalité. C'est sûr que quand j'ai fait cette transition-là, ben il y a des gens qui ont fait le saut parce qu'on dit « Ah, Nick, tu vas travailler derrière un ordinateur, tu étais tout le temps dans le gym, c'est donc bien différent. » Mais dans le fond, non, c'est très, 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 très similaire comme mindset. Comme, tu sais, c'est axé sur la performance, puis on fait de l'analyse, puis on trouve des corrélations pour trouver des facteurs de performance. Donc, c'est très, 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 là, les parallèles sont très grands. Puis maintenant que je l'explique comme ça, ben là, les gens comprennent. Mais même moi, à la base, j'avais de la misère à oui, je l'expliquais, mais pas aussi bien que maintenant parce que j'ai pris du recul par rapport à ça, évidemment. Mais c'est super intéressant. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit la comparaison, parce que on dit SEO dans le marketing web, on en entend souvent parler, mais c'est vrai que la comparaison avec les indicateurs de performance comme un athlète, c'est vrai que c'est la première fois, en tout cas, que j'entends cette explication-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on voit, dans le fond, que
as répondu comme un peu à l'autre question que j'avais préparée, qui était, c'est ça, comment t'es passé d'un domaine 100% sportif, c'est ça, au gym, je veux dire complètement à l'extérieur des ordinateurs, à vraiment te spécialiser là-dedans. Mais c'est quoi en fait qui t'a poussé officiellement à te lancer en janvier 2016 avec ton agence Roi SEO, puis comment tout ça s'est déroulé? En fait, ça s'est déroulé là, que lorsque là, j'ai fait des constatations. En janvier 2016, j'ai parti Roi SEO pour le SEO. Et là, à ce moment-là, j'étais encore en train de faire de la préparation physique. C'est vraiment à la fin de l'été, parce que dans le monde de la préparation physique, contrairement au gym conventionnel, on est le plus occupé l'été. Pourquoi? Parce que les athlètes sont en saison pendant la saison scolaire, puis arrivent à l'été, ben, quand l'école finit, tout ça, ben là, ils font plus de sport, mais par contre, il faut qu'ils se mettent en forme, il faut qu'ils soient en bonne préparation physique pour les camps d'entraînement au milieu août, au début septembre. Donc, le moment de la préparation physique le plus grand, c'est vraiment pendant l'été. Donc, j'ai vraiment fait ça jusqu'à la fin août, début septembre, où est-ce que là, vraiment, début septembre, mon partenaire a racheté mes parts, puis je suis vraiment parti all out parce que je ne peux pas laisser mon partenaire là, l'été pas faire de préparation physique, ça aurait été trop dur comme transition. Mais oui, par la suite, j'ai parti ça. Puis l'élément déclencheur, ça a vraiment été, un des éléments déclencheurs, ça a été le fait de quand le monsieur m'a appelé pour me dire qu'il avait vendu son entreprise avec ça. J'avais vraiment l'impression que, autant avec les athlètes, je faisais une grosse c'était significatif comment je pouvais les aider, autant au niveau de maintenant avec les propriétaires d'entreprise, c'est significatif comment je peux les aider aussi. Puis dans les deux cas, c'est une mentalité très similaire. Hein? Au niveau des athlètes, on parle de DLTA, de développement à long terme de l'athlète, 10 ans, 10 000 heures pour développer un athlète d'excellence. Bon, ça ne prend pas 10 ans, 10 000 heures pour faire du SEO. Par contre, c'est beaucoup moins instantané qu'une publicité Facebook ou même une publicité Google Ads où est-ce que, on paye, puis quelques minutes plus tard, on va ressortir dans le fil d'actualité ou dans les résultats de recherche. C'est un travail sur le long terme. Là. Oui. C'est une mentalité d'agriculteur. Tu sèmes, tu planifies quelque chose, tu sèmes, puis tu vas récolter plus tard si tu es patient puis si tu fais les bonnes choses. Mais par contre, une fois que tu récoltes, c'est l'action de grâce, là, tu récoltes. Là. Sauf que faut que tu sois prêt à avoir la patience pour le faire. Puis tu sais, on est dans une société qui est très, très basée sur l'immédiat, donc d'avoir une satisfaction différée, puis un travail, puis une stratégie qui va derrière ça. C'est une mentalité qui s'apprend beaucoup à l'école du sport, puis que les entrepreneurs avec qui je fais plus affaire, c'est souvent des anciens sportifs ou du monde qui ont une mentalité où est-ce que d'avoir une satisfaction différée, sont prêts à l'avoir. Évidemment, vont diversifier avec d'autres sources de marketing, mais de dire oui, moi je suis prêt à investir là-dedans, j'y crois, puis je sais que quand on fait quelque chose qu'on bâtit, on se bâtit un actif numérique marketing à travers ça. Oui. Non, mais c'est super intéressant. Puis là, c'est sûr que les choses ont beaucoup changé en 5 ans. On le sait justement, mais le SEO, tout, ça change souvent. Mais c'est quoi qui a été pour toi tes plus grands défis depuis les dernières années, particulièrement avec tout ce qui s'est passé depuis mars 2020? En fait, moi, le premier plus gros défi que j'ai eu en changeant d'industrie, ça a été de me dissocier de l'ancienne industrie à laquelle j'étais rattaché parce que j'avais fait beaucoup de conférences, j'enseignais à l'université la méthodologie d'entraînement. Donc, tu sais, j'étais beaucoup avec les présentations que j'ai données un peu partout, avec le fait que j'avais écrit un livre puis que j'avais sur la préparation physique de l'équipe nationale de volleyball masculine, le fait que j'ai été impliqué avec eux, le fait que j'ai été impliqué avec des équipes de football universitaire. Mon nom était vraiment partout dans cette industrie-là. Donc, quand je suis arrivé dans le monde du marketing numérique puis du SEO, j'étais un nobody, j'étais personne. Alors que dans l'autre industrie, j'étais quand même relativement connu. C'était tellement drôle de passer d'un statut où que le monde te reconnaisse dans ton industrie à t'es un nobody, t'es rien. C'était le fun. Je trouvais ça trippant parce que j'étais comme, je me sens le petit Nicolas pas le petit Nicolas, mais le Nicolas qui sortait de l'université, qui avait son polo route sur le dos puis qui se disait, je vais être sur l'équipe nationale. Mais là, c'était au niveau du SEO et du marketing numérique. Personne ne me connaît.
un jour, le monde va me connaître, le monde va parler de moi. C'était la même mentalité que j'avais, puis je trouvais ça, bon, oui, tu sais, c'est comme, c'est pas la situation que je veux, mais pourtant, ça me stimule, puis j'aime ça. Bring it on, tu sais, comme on dit, c'est une mentalité de ça. Par contre, l'inconvénient, le problème que ça m'a amené, c'est qu'au début, je voulais tellement pas être associé à l'industrie du sport parce que dans le fond, je voulais être certain que tout le monde comprenne que j'ai vraiment fait une grosse transition dans le marketing numérique puis dans le SEO, que j'évitais de parler de mon passé sportif parce que dans le fond, je voulais m'assurer que le monde comprenne que Nicolas Roy s'est rendu un gars de SEO puis c'est plus un gars du monde du sport. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai perdu ma couleur parce que moi, j'étais un gars que mes principes d'entraînement, mes corrélations, ma manière de travailler, tu sais, en entraînement physique, quand on est préparateur physique ou entraîneur, on fait des périodisations, des planifications d'entraînement. Tu sais, on planifie beaucoup comme ça. Je suis teinté de ça. La manière que je fais mon SEO, je le fais comme un entraîneur sportif qui planifie, qui fait une périodisation d'entraînement pour un athlète de haut niveau. Quand je commence à travailler avec un client puis que je regarde un site web qu'on veut aller chercher en SEO, je regarde ce site web-là et j'ai dit accroche-toi parce qu'on s'en vient. Tu sais, j'ai vraiment une mentalité de sportif, tu sais, de défi. Puis tout ça, quand je me présentais comme gars de SEO, j'avais pas cette couleur, cette saveur-là parce que je voulais me dissocier du monde sportif. Parce que je voulais que les gens comprennent que j'avais fait une transition, mais en même temps, ça faisait que je perdais beaucoup de la manière de me différencier des autres dans cette industrie-là qui est le SEO, de par, oui, les principes que j'ai au niveau sportif, de par, même, je te dirais, ma condition physique, mon énergie, ma vivacité. Je dis pas que les autres gens de SEO sont pas vifs et en condition physique, mais quand je vais dans des conférences de SEO, par exemple, ben c'est sûr que la condition physique des gens n'est pas la même que quand j'allais dans le monde de l'entraînement, puis je reste quand même authentique à mon ancienne vie professionnelle, c'est-à-dire que je reste très en forme, même si je travaille derrière un ordinateur, puis que c'est beaucoup plus sédentaire comme travail. Donc, le fait d'avoir un peu mis de côté mon identité, qui est une partie de moi-même, parce que je suis encore dans le monde du sport dans ma tête, je veux dire, j'ai encore ça en moi, ça a été un problème dans cette transition-là. Au niveau, par la suite, d'autres défis, ben on a toujours des défis. Mais je te dirais, la COVID, ben pour moi, ça a été bien parce que ça a été justement, ça a même été plus facile parce que les gens avaient plus besoin d'autant d'explications à savoir pourquoi ils devraient être vus au niveau du numérique là, sur le web. Donc, moi, ça a été très, très bon pour moi, la COVID. Puis je dirais, ben là, maintenant, d'autres défis, c'est les défis de la croissance puis tout ça, le leadership. Dans un contexte de télétravail, c'est là que je suis rendu dans mes défis. J'ai pas encore trouvé toutes les solutions à ça. Mais c'est là que je suis rendu présentement. Mais je te dirais que mon principal défi, ça a été d'avoir tourné le dos à une industrie pour ma transition, pour moi, pour dire je ne suis plus préparateur physique, je suis expert en SEO et pour envoyer un message clair à cette industrie-là et aux gens qui me connaissaient comme ça, que ça m'a fait perdre mon essence, par exemple, de qui j'étais en tournant le dos à qui j'étais quand même. Oui, non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que comment tu l'expliques parce que t'es pas le premier, puis je veux dire, t'es pas le seul qui fait parfois cette transition-là vraiment d'un domaine à l'autre. Puis il y en a plein, justement, que ça les inquiète, puis ils se disent, ben là, en même temps, c'est une partie de moi, mais je veux que les gens comprennent que là, maintenant, je suis plus là-dedans, je suis rendue dans ces autres secteurs-là. Puis là, c'est ça, c'est difficile des fois de parler ou t'as l'impression de peut-être avoir pas perdu du temps, mais quand même, pratiquement, c'est ça, comme tu le disais, c'est à la fois excitant puis stressant un peu, parce que là, tu repars un peu comme à zéro. Puis il y en a aussi qui ont le syndrome de l'imposteur quand tu rembarques dans quelque chose qui connaissent un peu moins. Est-ce que toi, tu as eu ça ou ça s'est quand même bien déroulé? Légèrement. C'est sûr que quand tu commences au début puis que tu arrives du monde de l'entraînement, autant le monde de l'entraînement se dit, vas-tu être bon dans ce domaine-là, il est nouveau, que autant le monde de cette industrie-là qui te voit arriver, puis c'est qui, lui, c'est un petit nouveau. Le monde de l'entraînement savait, en me connaissant, que ce serait pas très long que je ferais ma place, parce que je suis quelqu'un de très passionné, tu sais. Présentement, puis tu sais, c'est ce que je continue à faire, puis ça fait quand même depuis 2016 que je fais ça. Je me lève très, très tôt le matin. Tu sais, je me lève à 4-5 heures le matin, même plus souvent 4 que 5. Puis souvent, la première heure de ma journée, c'est consacré à de la formation continue 5 jours semaine. Donc, tu sais, ça vient qu'à un moment donné,
tu rattrapes le retard que tu as pris sur les autres ou tu prends de l'avance. Je ne sais pas comment on peut voir ça. Hein? Mais puis tu vois les nouvelles tendances et ainsi de suite. Puis tu sais, j'étais de même dans le monde de l'entraînement. Tu sais, j'étais entre guillemets, un boulimique de formation continue. Puis c'est la même chose dans le domaine du marketing numérique puis du SEO. Et donc, le syndrome de l'imposteur, oui, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on a l'effet de Dunning-Kruger qui dit que ceux qui sont incompétents sont souvent incompétents inconscients. Ils pensent qu'ils sont bons, mais c'est parce qu'ils en savent pas assez pour se rendre compte qu'ils sont inconscients. Mais d'un autre côté aussi, il faut faire attention que les experts sont en paralysis by analysis, c'est-à-dire paralysie par analyse, parce qu'ils savent trop de choses, puis à un moment donné, ils viennent qu'ils doutent de tout, mais dans le fond, ils en savent tellement plus que tout le monde. Tu as les deux extrêmes du continuum. Tu as les imbéciles heureux qui pensent qu'ils savent tout, puis tu as ceux qui en savent énormément, puis qui doutent de tout parce qu'ils en savent tellement, puis ils se remettent toujours en question parce qu'ils ont l'esprit critique. Ben, tu sais, je te dirais qu'en ce moment, je pense que c'est simple, parce que je me situe pas mal entre les deux. Tu sais, j'ai toujours à apprendre, ça c'est certain. D'un autre côté, puis tu sais, ça c'est important parce que souvent, la personne qui est incompétente, inconsciente, est bonne pour se vendre parce qu'elle connaît rien, fait qu'elle parle en absolu, puis elle est sûre d'elle, puis c'est comme, c'est le même, puis je vais t'aider. Mais dans le fond, c'est parce qu'elle a zéro doute parce qu'elle a même pas conscience qu'elle pourrait avoir des doutes. Puis de l'autre côté, souvent, l'expert qui est tellement bon et il sait tellement de choses, bien, lui, il crée des doutes. Il se crée des doutes puis il est moins bon vendeur à cause de ça. Donc, des fois, ça peut être inversé, ces choses-là. Je pense que ça prend un bel équilibre. C'est que quand on vend, on est dans un état où est-ce qu'on peut faire des absolus puis même à la limite, des fois, être dans ce, pas incompétent, inconscient, mais d'être dans un domaine où est-ce que chaque chose en son temps, puis c'est le temps de vendre. Puis quand c'est le temps après ça de travailler sur ces processus, puis comment on peut être plus performant, autant dans le monde des affaires que dans le monde du sport, mais là, c'est le temps d'avoir un bon esprit critique. Là. Non, mais c'est super intéressant. Puis, qu'est-ce que je trouve aussi intéressant avec, avec ton agence, avec toi, c'est, on parle de SEO, on pense beaucoup quand on parle de création de contenu au blog, bien évidemment, mais toi, tu as décidé de te lancer dans le podcast, donc avec commerce électronique et actifs numériques. Pourquoi t'avoir lancé dans l'univers du podcast, puis qu'est-ce que tu penses de ce média-là? C'est une excellente question. J'adore parler. Le fait que les gens entendent notre voix, il y a une proximité qui se crée. Hein? Puis oui, j'aime aussi écrire. J'ai une belle plume aussi, j'adore écrire. Par contre, quand on écrit, c'est beaucoup plus... on peut essayer de rédiger d'une certaine manière pour bien connecter avec les gens, mais est-ce que les gens vont prendre le temps de tout lire? Souvent, les gens vont à 100 000 à l'heure, donc ils ne prennent pas toujours le temps de lire. Des fois, on a de la bonne information à partager, puis on veut connecter avec les gens pour qu'ils apprennent à nous connaître à travers ça, mais les gens n'ont pas nécessairement le temps. Ce qui est le fun avec le podcast, puis c'est la raison pour laquelle j'ai un podcast moi-même, c'est que les gens viennent apprendre à te connaître, puis à te faire confiance, puis ils connectent avec toi, puis ils le font dans un contexte où est-ce qu'ils ont le temps, que ce soit en lavant la vaisselle, que ce soit en conduisant, que ce soit dans un autobus, peu importe c'est quoi le contexte, on sait que c'est un contexte où ils ont le temps de le faire, puis tu sais, plutôt que d'écouter les médias traditionnels, ils vont y aller avec le podcast parce que c'est plus spécifique, c'est plus intéressant, ça touche plus leur point d'intérêt. Donc, c'est certain que c'est la raison pour laquelle j'ai créé le podcast. Ceci étant dit, je pense que le blog est aussi très, très intéressant comme formule. Je pense qu'un hybride des deux, c'est vraiment très solide. Là. Non, mais c'est super intéressant. C'est effectivement qu'est-ce qu'on entend le plus souvent, puis c'est ce que je vois aussi comme retombée. Là. C'est vraiment un très, très beau médium. Mais effectivement, le blog, ça reste quand même encore pertinent en 2021, mais je pense que le podcast va continuer de grandir. Puis, ce serait quoi tous tes objectifs pour les prochaines années, tant avec ton podcast qu'avec ton agence ou si tu avais peut-être d'autres projets personnels? En fait, pour l'agence, là présentement, je suis à la croisée des chemins parce que là, présentement, je suis seul, je fais tout avec ses avantages et ses inconvénients. Tu sais, j'ai des super de bons résultats, autant pour ma clientèle que même pour moi-même. Là, quand je m'y mets avec des projets, je peux montrer des super de beaux résultats. Par contre, en termes de levier de temps et d'énergie, là, je suis comme pas mal au sommet de ce que je peux faire seul. Donc là, c'est rendu que j'ai besoin
de bâtir une équipe puis tout ça, mais là, de faire la transition entre quelqu'un qui est prestataire de service versus un gestionnaire d'une équipe qui est encore prestataire un peu, là, cette transition-là, je suis à envisager ça. Donc, ça va être quelque chose là, qui dans les prochaines années, je vais devoir faire une transition à travers ça. Maintenant, mon côté compétitif et mon côté gars de performance sportive dit j'aime ça faire du SEO parce que c'est de la compétition tout ça. Maintenant, est-ce que cette compétition-là va transitionner? Si je trouve des gens qui sont très bons en SEO, qui veulent l'apprendre à travers moi, est-ce que par la suite, je vais plus devenir un gestionnaire, puis grossir une équipe, puis m'assurer qu'on va chercher d'autres objectifs de performance? Ben oui, le SEO pour les gens qui vont faire les prestataires de services dans mon entreprise, mais moi, personnellement, comme individu, est-ce que je vais aller chercher ma soif de compétition ailleurs que dans un travail bien fait en SEO? Probablement. Je suis peut-être rendu là dans mon cheminement personnel, professionnel. Mais tu sais, là, c'est sûr que ça va être à moi de m'asseoir et de réfléchir à ça. Mais oui, je suis à réfléchir là-dessus. Je sais pas, vous entendez ma fille crier présentement un petit peu. Excusez-moi, une petite enfant de 2 ans. C'est la vie aussi en télétravail et comme solopreneur, donc on comprend ça. Exactement. Mais ouais, c'est ça. Tout ce qui est la transition de mes objectifs pour prendre de l'expansion, c'est là que je m'en vais dans les prochaines années. Au niveau du podcast, continuer ça. J'ai des gens en tête que je veux passer en entrevue, qui sont quand même des high profile, que là, pour le moment, je les ai pas encore passés en entrevue, mais je sais que ça va venir, puis je sais qu'éventuellement, ils vont avoir le goût de passer à l'émission parce que l'émission va avoir de plus en plus de notoriété. Non, mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps. Avant de conclure officiellement, j'aime toujours poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? L'humilité. L'humilité parce qu'il y a toujours une personne meilleure que nous. Donc, même si je suis très, très compétitif de nature, puis j'aime dire aux gens, accroche-toi, je m'en viens, je sais que des fois, je vais frapper des gens qui sont encore meilleurs que moi. Puis dans ce cas-là, ben, je vais les étudier pour m'améliorer moi-même. Mais l'humilité, c'est la chose qui est le plus important pour moi, qui m'a été enseignée par le sport. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, wow, j'en ai plusieurs. Je dirais, attends un peu, là. C'est parce que là, tu me dis ça, puis j'en ai plein qui me viennent en tête, là, mais un qui m'a vraiment beaucoup ému, c'est la première fois qu'on est allé, l'équipe nationale de volleyball masculine, a été sélectionné pour aller aux Jeux olympiques. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aux Jeux olympiques. Puis là, bon, sous la tutelle de Glenn Hogue, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale masculine, ben là, ça fait 2 Olympiques de suite qui y vont puis qui font très bien. Mais la première Olympique, moi, je faisais partie là, de cette expérience-là. Puis ça a été vraiment la sélection pour ça. Ça a été quelque chose un beau moment, là, un très, très beau souvenir. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Un athlète ou un ancien athlète, je dirais, un athlète de se lancer en affaires, c'est sûr que s'il est encore au niveau compétitif, c'est un défi de jumeler les deux. Il y en a qui le font, puis bravo à toi. Mais je dirais, peu importe le contexte, c'est de suivre les mêmes principes. Tout ce qui a été enseigné dans le sport, c'est la meilleure école, c'est la meilleure école de vie que je connaisse, en tout cas, pour l'entrepreneuriat, parce que souvent, une des choses que là, je vais éviter de généraliser, mais je vais quand même le dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes une des choses qui devrait être enseignée, c'est apprendre à perdre. Apprendre à perdre, puis quand je dis perdre, c'est faire face à l'échec, entre guillemets. Excuse-moi l'expression en anglais, mais comment qu'on deal avec l'échec? Tu sais, l'échec, c'est une rétroaction simplement. Ça fait juste nous dire, bon, ben, il y a des choses qui sont à améliorer. Quelles sont-elles? Il faut les trouver. Puis comment qu'on réagit face à ça? Ben, on va les améliorer. C'est tout aussi simple que ça. Bravo. Tant mieux, j'ai échoué. Ben, tant mieux, pas tant mieux. Mais c'est une rétroaction. Je devrais être détaché émotionnellement de ça, dans le sens que c'est juste une rétroaction. Alors que la majorité, puis encore là, je le dis, je vais éviter de généraliser, mais la majorité des gens qui ont
qui le sport de compétition n'a pas fait partie de leur vie, ben ils voient l'échec comme une fatalité puis ils s'écrasent plutôt que de rebondir. C'est le syndrome de la débarbouillette ou de la guenille mouillée au sol au lieu de la Super Bowl qui rebondit. Donc, je dirais, faut rebondir comme une Super Bowl, puis le sport nous apprend que l'échec est une rétroaction, même si oui, il y a des émotions parce qu'on a investi beaucoup de temps et d'énergie dans nos projets, que ce soit au niveau entrepreneurial ou sportif. Puis on veut que ça marche, mais sinon, c'est de la rétroaction, ça va marcher plus tard parce qu'on a tous le potentiel, sinon on le ferait pas si on n'avait pas de potentiel. Non, mais c'est super, un très, très beau mot de la fin. Donc, mais merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Puis, la meilleure des chances pour la suite. Merci, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Nicolas Roy pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 136e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amidelebel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION, avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!